Prince Vladimir Bariatinsky, je voudrais vous demander, parce que depuis plusieurs mois, les médias transmettent au public des fausses nouvelles à propos de ce qui passe réellement en Ukraine. Qu'en pensez-vous? Russie, Ukraine et Biélorusse sont pays unis par l'histoire, la culture, les traditions, et les médias n'informent pas les gens sur la vérité. Pascal. Qu'est-ce que tu en penses? L'Ukraine était le berceau de la Russie. En l'an 800, les peuplades rousses, comme ils appelaient à l'époque, se guerroyaient tout le temps. Ils ont fait appel à un viking pour régenter tout ceci. Quand Rurik est arrivé, il a fondé la capitale Kiev, et c'est le départ de la Russie. Ensuite, il y a eu donc ses descendants, dont j'en fais partie, ont gouverné cette province. Et c'est ainsi que l'Ukraine fait partie intégrante de l'Empire de Russie, ainsi que la Biélorussie, et ainsi que d'autres provinces. Pour ce qui est, les gens doivent comprendre que le berceau, je dis bien et je répète, le berceau de l'histoire russe, c'est Kiev. Vous allez à Sainte-Sophie, il y a l'église. C'est là où la Russie fut baptisée par Saint Vladimir. Donc, automatiquement, l'Ukraine fait partie intégrante de l'Empire. Que ce soit l'Empire de 1300 jusqu'à 1600, et maintenant, juste l'État russe actuel, l'Ukraine fait partie intégrante de la Russie. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est le fondement de la Russie, la fondation de la Russie. Je pense que la Russie était divisée par Gorbatchev peut-être et Yeltsin. Que pensez-vous? Non. Sous l'ère Gorbatchev, le communisme était à son apogée et même son déclin. Gorbatchev ne pouvait plus faire face à la demande de la population, donc effectivement il y a eu un coup d'État mené par Yeltsin qui a réussi, et lui il a pris le pouvoir en rétablissant du reste le drapeau bleu-blanc-rouge, le drapeau russe initialement. Pour la division de la Russie, Yeltsin n'était pas capable de gouverner la Russie. Et il y a eu donc, lors du communisme qui était abattu, il y a eu donc le mur de Berlin qui s'est effondré en 89. Bref, toutes ces républiques qui étaient sous le sein de l'Union soviétique ont demandé effectivement leur indépendance. Ce que Yeltsin n'avait pas le choix de leur accorder. Donc Yeltsin n'est pas coupable du morcellement de la Russie. Juste pour votre information, un tiers de la Russie a perdu son territoire, ce que Poutine regrette d'ailleurs amèrement. Et je reviens toujours, les États donc, qui ont été indépendants, à part l'Ukraine en l'occurrence, ont toujours signé des pactes de non-agression vers la Russie et surtout d'alliances stratégiques et surtout économiques. Donc ces États, en l'occurrence, sont, comment vous dire, sont féodés à la Russie. Ils sont obligés. Et les Russes, d'ailleurs, tiennent ces États par ce moyen-là. C'est tout à fait normal et légal. Parce que les républiques nouvellement formées ils ont donc des obligations envers leur population, donc ils doivent avoir des marchés économiques et des débouchés économiques. Et le seul grand pays qui puisse leur faire, c'est la Russie. Donc il y a eu un traité de zone économique avec ces États, à part l'Ukraine. Donc je pense que ces États ne sont pas indépendants, sont indépendants sur le papier, mais ils dépendent beaucoup de l'Empire. Oui, excusez-moi, parce que la gente parle avec la Russie et n'est pas avec l'Angleterre qui a un Commonwealth. La Russie, je pense que doit aller en Commonwealth aussi, comme l'Angleterre. Non, pas du tout, c'est tout à fait faux. L'Angleterre a donc un Commonwealth, comme vous dites, mais l'Angleterre ne règne pas sur le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est des États indépendants, comme vous avez par exemple
comment ça s'appelle déjà, la Nouvelle-Zélande ou d'autres pays qui effectivement, mais ils ont leur propre loi, Des traditions culturelles. Oui, attends, ils ont leur propre loi, ils ont leur propre gouvernement, ils ont leur propre président, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont juste l'emblème royal de la reine Elisabeth II, Oui, c'est mais tout. ils sont compris les Anglais, parce que les Russes ne sont pas compris qu'ils doivent avoir des liens culturels avec l'Ukrainienne, le Bélarus. Non, c'est pas possible. Les Pays-Bas, comme vous citez un exemple, les Pays-Bas, de toute manière, c'est toujours des États rébellions. Ils ont été toujours une épine dorsale de l'Empire. Et maintenant, donc, ils sont obligés d'avoir, en effet, des relations économiques étroites avec la Russie. Parce qu'un pays qui ne produit des tonnes de légumes ou des tonnes de machines, il faut bien qu'ils les vendent. Ce n'est pas dans leur pays, ils vont l'exporter. Donc, effectivement, il y a une sorte de zone d'échange entre ces républiques nouvellement créées et la Russie. Donc effectivement, la Russie est un partenaire privilégié économique. Et s'ils veulent rentrer dans l'Europe, effectivement, comme il y a les laitons, etc., ils commencent à gratter des dents parce qu'il y a des sanctions. Donc effectivement, ils ne peuvent plus exporter leur matière première ou leur matière agricole. Parce que la gens ne comprennent que Poutine est un grand patriote, qu'il tient la Russie unie, les traditions culturelles, parce qu'il n'est pas compris, et Gorbatchev et Yeltsin ont été compris par les gens. Oui, attendez, non. Yeltsin et Gorbatchev n'ont pas été compris par la population, parce que la population ne se posait pas ces questions. Le monde de Gorbatchev était compris. Non, même pas. Les gens ne comprenaient rien. Parce que pourquoi? Parce que dans les magasins d'État, tout était vide. Donc ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils ne se posaient pas la question. Actuellement, le problème, c'est que la population russe a évolué en point de mentalité, se pose des questions, qu'est-ce qui se passe dans l'État, et ils peuvent remettre en cause le gouvernement. Poutine l'a très bien compris et il va de l'avant. Actuellement, vous avez quand même le peuple russe qui est à 90% pour Poutine. Je suis désolé. Il sait très bien qu'il essaye de faire pour le mieux pour la population. Juste un détail. Je prends un ami que j'avais à Moscou, en effet, Zhukov. Zhukov n'a rien à voir avec le maréchal. Il avait donc une petite pension de retraite. Et quand Poutine est arrivé, les pensions de retraite des retraités ont augmenté de 200%. Donc, il faut pas me dire qu'il n'a rien fait. Les salaires, par exemple, vous avez une vidéo dans Facebook, en l'occurrence, ou même dans un truc d'actualité, en disant qu'il était à Saint-Pétersbourg, il y avait 4 patrons ou 5 patrons. Ils étaient là, il était Premier ministre à l'époque. Quand ils ont fait la téléversion avec Medvedev, il a dit mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Vous ne payez pas les employés. Il a dit maintenant, vous payez les employés. Il a fait signer le charte. Et il y a un patron qui était à Calcitran. Celui-ci, en effet, il a dit mais non, tu signes cette charte. Il a signé. Il a voulu embarquer le stylo. Poutine a dit, le stylo c'est par là que ça se passe. Donc ça veut tout dire. Donc il a mis de l'ordre dans l'économie du pays. Il a dit aux patrons maintenant, vous n'êtes plus des patrons voyous. Vous êtes des patrons normaux. Vous devez payer vos employés. C'est tout. Et une dernière question, parce que les gens, nous devons dire les médias, les politiciens du monde ne veulent informer les gens que les Romanov a gouverné bien, que le gouvernement était très proche d'un gouvernement social-démocratique typique du Nord, des rois de Suède, des rois de Danemark, de ces pays. Oui, alors le problème, là, pour la chute de Romanov, bon, je reprends. Sous Nicolas II, il y avait un ministre très performant, Stolypin. Ça, c'est un ministre hors pair. Il a très bien compris les questions de la Russie. Il est un simple ministre hors pair, le meilleur. Il a été assassiné, pourquoi il ne cadrait pas avec certaines fractions. Il faut dire aussi que, de toute façon, la Russie, l'Empire, comme l'Austro-Hongrois, l'Autriche-Hongrie était plus ou moins affaibli, l'Empire de Prusse était affaibli aussi. Oui, mais il fallait, dans la nouvelle génération de la franc-maçonnerie, en l'occurrence, c'est ça qu'il faut citer. La franc-maçonnerie était une secte qui doit impérativement abattre les ordres impériaux et royaux. L'ordre établi, il faut que ça soit abattu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des valeurs, telles la valeur spirituelle,
morales, les valeurs chevaliers. Et ça, il faut que ce soit abattu pour le pouvoir de l'argent. C'est uniquement ça. Et quand ils étaient abattus, les requins de la finance, il n'y a qu'à voir combien d'Américains, en l'occurrence, ont acheté les œufs de Fabergé, comme par exemple c'était en Amérique. Les Américains ont acheté. Les tableaux ont été achetés aussi par eux. Donc, c'est pas seulement les Américains, c'est partout dans le monde. Donc, il fallait abattre la puissance impériale pour mettre cet ordre établi. Bon, il y a aussi que les communistes, Guillaume II, en effet, a fait transférer Lénine d'un wagon plombé de Suisse jusqu'en Russie pour mettre le désordre dans les troupes pour qu'ils puissent avoir la Russie. C'est tout, la paix séparée de Brest-Litovsk. Donc, effectivement, c'était un programme bien avant 1900 qui était programmé pour abattre l'Empire. Donc, effectivement, je dis que la révolution était pilotée de l'extérieur et pas de l'intérieur. Parce que la révolution de Saint-Pétersbourg en 1905, le tsar l'a très bien compris. Non, 1905, c'était la marche populaire vers le pays d'hiver. Or, le tsar Nicolas II était donc à Tsarskoye-Selo. Il adorait cette résidence. Et il y a un officier, effectivement, qui a pris peur de l'ampleur de la manifestation, a donné ordre à ses troupes de tirer à la garde. Il ne fallait pas le faire. Et justement, une fois 1905 terminé, il y avait la proposition de Douma, etc. Donc, il y avait quelque chose qui avançait. Il y a quelque chose qui avançait. Mais le pouvoir, effectivement, ça mettait en place. C'est pas du jour au lendemain qu'on fait une démocratie. C'est pas du jour au lendemain. Et le régime lui-même du tsar était trop affaibli après 1905, surtout la défaite de Port-Arthur, pour avoir une démocratie. Ce n'était pas possible. Et vraiment, la dernière question, je pense que seulement Alexandre Ier Romanov a pensé à un document, a écrit un document par une Europe vraiment unie par les facteurs humains. Tout à fait. Oui, parce que l'Europe maintenant est unie par l'autre finance, par les banques. Mais oui, tout à fait. Mais sur Alexandre Ier, il faut dire une chose. Alexandre Ier a vécu un drame dans sa vie. Il était aussi un syndicateur. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il y avait le meurtre de son père, Paul Ier. Il y a quelques aristocrates dans notre parti ont été pour cet assassinat. Et ensuite, on a mis Alexandre Ier au trône. Lui, il ne voulait jamais la mort de son père. Jamais. Donc, il était déjà blessé. Et quand il était donc à la guerre contre Napoléon, effectivement, quand il avait Paris, il avait toujours épargné Napoléon. Il lui avait donné la Sardaigne, je ne sais pas quelle île il avait donné pour le règne. Lui, il a fait l'inverse, après il a exilé à Saint-Hélène. Mais il avait d'abord une île, grâce à Alexandre Ier. Il a sauvé les Français, Alexandre Ier. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que Napoléon était fini en Russie. Et peut-être que la Russie a payé pour cette... Non. C'est pas passé comme ça. Napoléon a attaqué la Russie, pourquoi? Pour une seule raison. Napoléon était humilié par la défaite de l'Angleterre, ça c'est clair. Il voulait mettre l'Angleterre à genoux. Donc, Alexandre Ier, il a dit d'abord, il y a eu Tilsit, et ensuite il a dit à Napoléon, bon ok, je fais le blocus. Bon, il a fait le blocus à Saint-Pétersbourg, mais manque de bol. Je suis désolé, un pays qui n'a plus d'économie ne vit plus. Donc, automatiquement, les industriels du drap, etc., n'avaient plus de marchandises des Anglais. Donc, ils ont demandé à l'empereur et au ministère de lever le blocus. Alexandre l'a fait parce qu'il était obligé, parce que la Russie a eu une catastrophe. Et Napoléon a attaqué la Russie à cause de ça. Il a perdu, comme tout le monde le sait. Mais seulement Alexandre Ier et Kutuzov et l'agent russe a combattu Napoléon. Non, mais c'est encore plus kafkaïen. La Russie n'avait pas les moyens financiers de soutenir une telle guerre. Alors qu'est-ce qu'il a fait avec son premier? Il a confisqué tous les biens des ordres. Il a confisqué de l'ordre de Saint-Jean, il a dit hop, ça c'est maintenant au trésor de l'État pour financer la guerre du 112. Il l'a financé. Et, parce que n'oubliez pas qu'une guerre à l'époque coûtait très cher. Les canons, les boulets, il fallait le faire. Bon, une fois qu'il avait un général Kutuzov aussi, il y avait d'autres généraux qui étaient aussi très bons. Il ne faut pas non plus oublier ça. Alors, si vous allez au palais d'hiver, vous avez donc la salle du 112, vous avez le portrait du tsar, ainsi que tous les généraux qui ont participé à ce conflit. Une fois que
Alexandre est arrivé en France, c'est une anecdote que je vous raconte, que j'ai eue par le livre de Nicolas Ier. Il y avait un de ses fils, non, de ses frères, qui était avec lui, Nicolas en l'occurrence, depuis le cadet, il était avec lui, et il y avait effectivement, une dame qui avait dit donc effectivement, écoutez, il y a un général russe, un officier russe, pardon, pas un officier, qui a maltraité. Alors Nicolas Ier a dit, attendez, je vais régler cette affaire. Il est allé voir son frère, il a dit, écoutez, voilà ce qui se passe. Et l'officier africain était carrément expulsé. Et donc, effectivement, parce qu'il avait effectivement mis enceinte sa fille. Il a dit, écoutez, je vais obliger cet homme-là à épouser la fille et lui donner une rente et surtout, à l'époque, comment on appelle ça, dans l'héritage, un trousseau, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon bref, et l'officier a dû donc faire, c'est un officier noble, il a dû faire un trousseau pour la dame et son enfant. Donc vous voyez que les Russes ne sont pas barbares, désolé. Donc Alexandre Ier a fait son travail correctement et surtout, il a donné encore à Napoléon la Sardaigne ou un point pour qu'il fasse son opérette, il n'a pas fait, bon, c'est son problème. C'est tout. Mais je pense que la Sainte Alliance n'est pas compris, n'est pas aucune. C'est de la Sainte Alliance maintenant. Les livres d'histoire l'ont caché. Il y avait l'alliance entre l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche, la Russie. Oui, l'ont caché. Mais non, cette les alliance. Non, l'alliance. Mais je suis désolé, cette alliance existait. La Russie ne pouvait pas abattre seule l'Empire français, c'était impossible. Regardez les batailles de Bossen-Lucen et Dresden, ou je ne sais pas une autre bataille, avec les Prussiens. Les Autrichiens étaient encore là, dans la course, grâce au tsar. Bon. Quand vous avez le congrès du 115 à Vienne, il y avait quoi? Il y avait l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, la Russie. Bon, bah alors, c'était une sainte alliance. Basta. Il ne faut pas qu'on me dise que la Russie a fait seulement. Non, il y avait une sainte alliance. C'était l'Europe contre. Nous pouvons dire que les Romanov et les Habsbourg n'étaient pas convenientes pour un nouvel ordre mondial. Non, à l'époque, ils ne voulaient pas un ordre mondial. Ce qu'ils voulaient, ils voulaient à tout prix la paix en Europe. Pourquoi? Pour les affaires économiques, etc. Donc les Habsbourg avaient leur intérêt, les Russes avaient des intérêts, les Prusses avaient des intérêts, donc tout le monde avait des intérêts. C'est tout. Donc effectivement, ce qui s'est passé, les idées françaises ont véhiculé un peu partout. C'est pour ça qu'il y a eu des révolutions de 1948, c'est tout. Et en Russie, il y avait une révolution de 1925, vous devez le savoir, grâce aux décabristes. Quand le tsar, Alexandre Ier, soi-disant, retiré Tarangan, donc il y a eu on appelle ça le putsch. En effet, il y avait le fils aîné d'Alexandre qui n'a pas voulu régner, il a donné ça à l'archevêque de Saint-Pétersbourg et au tsar lui-même, et Nicolas Ier était promu tsar de toute la Russie. Et il y a eu des rébellions, là, il y a eu des cabristes, il y a eu donc toutes les émeutes de 3-4 jours. Et en conclusion, nous pouvons dire que les médias, les politiciens, les gens comprennent que la Russie est née à Kiev. Au moins, mais attendez, les médias, les politiciens, s'ils arrivaient, les banques, etc., si au moins ils comprenaient l'histoire, s'ils mettaient leurs yeux dans les livres d'histoire, il y a des archives, bon sang, il y a toute une documentation, j'en ai aussi. Donc ils savent que Kiev, c'était le berceau de la Russie, il n'y aurait pas de conflit. Mais c'est toujours un intérêt financier, c'est ça le problème. Donc la Russie fait partie. La Russie a été fondée à Kiev en l'an 800 et des poussières. C'est tout. Il ne faut pas chercher midi à 14h par Ulrich, dont j'en fais partie le descendant. C'est tout. La Russie est un pays très précieux, avec une culture très précieuse, qui doit être compris. Mais la gens fait confusion avec la Russie soviétique, avec la Russie d'aujourd'hui, avec la Russie de Poutine, avec la Russie. Et les gens n'ont compris la Russie. La Russie, de toute façon, de 800 jusqu'à maintenant, avait une culture. Que ce soit sur le drapeau Romanov ou le drapeau rouge,
il y avait une culture. Je suis désolé, vous aviez des grands auteurs sous le régime communiste, vous avez des musiciens sous le régime communiste. Il ne faut pas les négliger non plus. Donc, je suis pour que la culture russe, de 800 jusqu'à maintenant, se fasse connaître un peu mieux en Occident. Elle n'est pas connue. Attendez, vous avez en Italie, faut pas, ou en Italie ou en France ou en quoi que ce soit, vous n'avez pas tellement de musiciens russes qui se produisent. Vous n'avez pas de concerts. Allons. Vous n'avez pas les livres qui sont édités. Il n'y a rien ici. Il n'y a que dalle. Les livres sont écrits par les Weinfer. Oui. Il faut que la culture russe soit comprise et surtout soit diffusée dans tout l'Occident. Et comprendre mieux. Regardez Tchaïkovski. Oui. Il ne fait pas Tchekhov, par exemple. Parce que nous pouvons comprendre la russe avec les idées de l'Occident. Nous devons comprendre la russe comme un pays oriental. La russe est aussi un pays oriental. Slave, oriental, nord, oui, une autre mentalité. Vous avez d'abord, les Russes avaient d'abord le slavo, après ils se modernisaient. Vous avez des tas de cultures. Germanique aussi, d'Allemagne. Mais oui, je ne comprends pas pourquoi on focalise la culture occidentale, mais on ne dit rien sur la culture russe. Elle est très riche, on parle de musique, on parle de littérature. Et combien de prix Nobel, combien de médecins, de chercheurs. Oui, combien sont sortis de la Russie, personne ne le sait. Juste une anecdote. Les Américains, ils les ont récupérés, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils n'ont rien inventé, ils ont toujours copié, comme les Chinois d'ailleurs. Oui, comme les Chinoises, vraiment. Il ne faut pas oublier non plus, parce qu'une fois, en France, il y avait effectivement manque de blé, comme par hasard, dans les années, je crois, je ne suis pas sûr, mais début 1900, les Russes ont envoyé un convoi. Ah oui. Je crois que dans ce moment, il est très important que la Russie a une personne comme Poutine en ce moment. C'est très important. Mais c'est très important. Pour être uni. Parce qu'il faut qu'il reste encore quelques années. Les Russes, de toute façon, le peuple russe, il faut bien se dire une chose, il ne faut pas se voiler la face. Une démocratie à l'occidentale, c'est pas possible. Parce que tout va aller en travers. Je cite juste un exemple. Avant, les gouverneurs étaient élus. Qu'est-ce qui s'est passé? La corruption a bondi de je ne sais pas combien. Aussi, a dit maintenant, ça suffit, stop, là, je nomme les gouverneurs. Et depuis, la Russie évolue à une façon grand V. Regardez, parce que les Occidentaux, maintenant, les industries, maintenant, je parle des industries, des industriels occidentaux. Ceux-là, maintenant, disent, on fait les sanctions. Oui, on fait les sanctions. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qui rigole? Maintenant, tout le monde. C'est pas l'Occident. C'est pas l'Occident. Les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent parce qu'il n'y a plus de contrat. Tandis que les Russes, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, nous ne sommes pas aussi bêtes, nous allons produire notre agriculture. Là, le problème. Mais les surplus de notre production, elle va où? À la poubelle, je suis désolé. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Donc, il faut, à mon humble avis, actuellement, ce qu'il faut faire, il faut se mettre sur une table, ronde de préférence. Assis à une table, pas sur une table. Sans dîner, sans vin, etc. Et discuter, c'est tout. C'est tout. Vraiment, c'est tout. C'est tout. Il y a des solutions. Non. Il y a des solutions. Mais il ne faut pas nous dire qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions. Poutine a très bien compris. Oui. Et les indépendantistes aussi. Mais l'autre, M. Chocolat, n'a rien compris. En Ukraine, c'est tout. Oui. C'est tout. En conclusion, vive la Russie. On conclut vive la Russie. Que l'Occident européen doit se rapprocher de la Russie pour faire son commerce et son évolution économique. C'est tout. On est en Europe. On est en Europe. Enfin, le vieux continent. Il faut qu'on s'entende dans le vieux continent et ne pas avoir besoin du nouveau qui fout la merde un peu partout. Non, qui met le bazar. Mais oui, c'est la même chose. Il faut encourager. L'Occident doit comprendre que notre futur, l'Orient, la Russie. Notre futur, l'Occident, le futur de l'Occident est avec une alliance avec la Russie. Oui. Sans alliance, ça ne marchera jamais. Oui. Jamais. Regardez les poussées islamiques qui se passent. Où est la barrière?
En Russie, je suis désolé. Ma la Russie doit avoir sa identité, parce que sa identité mais là, est très précieuse. mais là, son identité. Mais l'Occident ne veut pas le reconnaître, c'est tout. Elle a son identité. L'identité de la Russie est très précieuse et l'identité ne doit avoir l'identité de l'État-Uni, d'autres pays, comme l'autre finance veut. Et en plus, Poutine, il n'est pas pour l'ordre mondial. Oui. Il n'est pas du tout pour ça, c'est pour ça qu'on l'attaque. Oui. C'est uniquement ça. Il est aussi. très attaqué parce que, à cause de ça. Il ne veut pas et il a raison. Voilà. Les gens sont très ignorants parce que c'est normal. les gens Réfléchissent. Nous sommes désinformés. Croient à la télé, croient les journalistes, à la oui. Vive la Russie, vive la Russie. Merci, Prince Vladimir Bariatinsky. Merci beaucoup.